Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce mercredi 22 septembre 2021. Le contrôle frontalier dans le contexte de la Covid-19, c'est autour de ce thème que sont réunis depuis ce matin les responsables de la direction de la surveillance du territoire du Niger pour la 4e réunion de coordination de la dite direction. Je propose à cet effet de suivre le résumé de l'ouverture de cette rencontre avec nos reporters Khalid Bourema et Ismaël Moumouni. Les problématiques cruciales de gestion et contrôle des frontières et des flux migratoires au centre de cette 4e réunion de coordination des responsables de la direction de la surveillance du territoire, dont le thème porte sur le contrôle frontalier dans le contexte de la Covid-19. Le directeur de la surveillance du territoire rappelle que la libre circulation des personnes, des services et des marchandises est un principe essentiel de l'espace communautaire de la CEDEAO. Cependant, maintenir les avantages économiques de ces mouvements transfrontaliers tout en limitant la propagation du Covid-19 pose de sérieux défis quant à la disponibilité des biens et des services essentiels. Pourtant, nous ne devons pas perdre de vue que la liberté de circulation des personnes, des capitaux, des biens et des services sont les 4 libertés fondamentales qui constituent les agendas d'intégration continentale, régionale et régionale africaine. Cette activité est financée par l'Organisation internationale de la migration OIM pour qui l'un des objectifs principaux de cette rencontre sera d'établir la stratégie pluriannuelle de la DST à l'horizon 2026, qui lui permettra d'organiser le soutien technique et financier et d'orienter au mieux les différentes actions entreprises vers la réussite collective souhaitée. Ce document viendra enrichir le plan de développement de la police nationale et fera office de document de référence pour le prochain cycle budgétaire et de politique en matière de sécurité intérieure. Le directeur général de la police nationale n'a pas manqué de dresser ses attentes. Je voudrais voir donc vos réflexions et échanges tout au long de ces 3 journées, entre autres, de faire une place de choix à la bonne coordination des activités au niveau de la DST, naturellement au niveau des régions, tout s'inclut et tout se passe sous la coordination et l'administration et l'autorité des directeurs généraux, des directeurs régionaux de la police nationale. J'attends également de vous la définition du mécanisme clair pour garantir un meilleur contrôle frontalier accompagné d'une excellente collecte et tenue des statistiques migratoires. Au vu de l'engouement et la détermination qui vous animent, je tiens à vous remercier pour avoir répondu à cette invitation, mais surtout produire des résultats auxquels nous nous attendons. Cette réunion qui va s'étaler sur 3 jours est un moyen privilégié de discussion, d'échange d'expériences et la transmission de bonnes pratiques dans le cadre de l'accomplissement de leur mission. Visite ce matin du ministre en charge de la santé publique, Dr Idi Ilyassou Menassara, au niveau de l'hôpital poudrière de Niamey. Il est allé constater l'exécution de l'instruction qu'il avait récemment donnée pour rénover et équiper le bloc opératoire du dit district, du dit hôpital plutôt. Le résumé de cette visite avec nos reporters Sadou Doumi et Nafissatou Zakou. Elles sont au nombre de 55 ambulances d'une valeur de 2,4 milliards de francs CFA acquises avec l'appui technique du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, financé par la Banque islamique de développement BID et le Fonds de la vie et de la subsistance. En effet, la présente remise de ces ambulances s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement du système de santé axé sur les services de santé maternelle, néonatale et infantile au Niger pour contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Ces ambulances, équipées de systèmes de communication radio HF, constituent un moyen de renforcement technique et opérationnel du système de la référence et contre-référence entre les différents niveaux de la pyramide des soins pour le transfert rapide des femmes et des nouveau-nés présentant des complications. En outre, l'amélioration de la communication
indépendamment du réseau GSM, permet au CSI de fournir aux structures de référence les premiers éléments de diagnostic qui faciliteront la préparation des équipes d'intervention. Ce gain de temps est essentiel pour sauver des vies. Après la réception de ces joyaux, le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales est revenu sur l'objectif d'un tel projet pour le Niger. L'objectif du projet est d'accélérer la réduction du taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile et d'améliorer le fonctionnement du système de santé au Niger. En effet, il s'agissait pour ce projet de réduire la mortalité maternelle et infantile, notamment dans les régions de Dosso, Maradi et Zender, où cet indicateur est encore trop élevé. Malgré les résultats satisfaisants issus de la dernière enquête ENAFEM 2021 conduite par l'INS avec l'appui de la Banque mondiale et la participation de l'UNFPA, l'OMS et l'UNICEF, les défis restent encore d'actualité. Cette enquête ENAMEF a révélé une baisse de la mortalité infanto-juvénile passant de 127 pour 1000 naissances vivantes en 2012 selon l'EDSN à 123 en 2021. Une baisse de la fécondité qui est passée de 7,6 enfants par femme en moyenne en 2012 à 6,2 enfants par femme en 2021 selon l'ENAFEM. Une hausse des soins prénatals, CPNR4, de 33% en 2012 à 37% en 2021 selon toujours l'ENAFEM. Une hausse des accouchements assistés de 29% en 2012 à 44% en 2021. Outre la réception de ces ambulances flambant neufs, l'UNFPA entend mettre à la disposition du ministère de la Santé 24 véhicules cliniques mobiles en vue de renforcer la mise en œuvre de l'offre intégrée de services et des activités de la promotion de la santé de la mère, de l'enfant, des adolescents et des jeunes. Voilà, vous avez sans doute dû le rectifier de vous-même. Il s'agissait plutôt là du compte-rendu de la cérémonie de remise d'un don de matériel roulant, des ambulances notamment, offert par l'UNFPA sur financement de la Banque islamique de développement au gouvernement nigérien. Le don a été donc reçu, comme vous l'avez remarqué, par le ministre de la Santé publique des mains du représentant de l'UNFPA au Niger. Et c'est donc juste après cette cérémonie de réception de ce don de matériel roulant des ambulances notamment que le ministre de la Santé, je vous le disais, s'est rendu au niveau de l'hôpital Poudrière de Niamey pour constater la mise en œuvre de l'instruction qu'il avait récemment donnée aux responsables de cet hôpital pour équiper et réaménager le bloc opératoire du dit centre de santé. Le résumé donc avec nos reporters Sadou Doumi et Nafissatou Zakou. Constater de visu les travaux faits dans le cadre de l'amélioration des blocs opératoires du centre hospitalier régional CHR Poudrière de Niamey, tel est le but de cette visite du ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales dans les locaux du dit centre. Ces travaux ont été réalisés à la demande du premier responsable de l'hôpital. Un hôpital qui fait, on m'avait dit, près ou plus de 25 césariennes par jour, et dont les blocs n'étaient pas tout à fait fonctionnels. Vraiment, je suis venu pour les féliciter, féliciter le directeur, féliciter les agents pour ce que je viens de voir. Aujourd'hui, c'est vraiment un grand motif de satisfaction quand je suis entré dans ces deux blocs qui se sont fondamentalement métamorphosés. On a l'impression qu'on est dans d'autres hôpitaux nouvellement construits. Et je tiens également à féliciter l'entrepreneur qui a eu à leur effectuer ces travaux dans un record de temps. Vous avez vu, et vraiment ça donne envie, en tout cas, si l'occasion se présente ou si la nécessité se présente, d'être opéré dans ce bloc. On ne le souhaite pas, mais la maladie, elle vient, elle ne prévient pas, elle ne choisit pas, elle frappe. Et je pense que les agents de ce bloc, en tout cas au vu même des témoignages que je viens d'écouter, eux-mêmes, ils sont fiers. Ils sont fiers de cette rénovation. Ils sont fiers, en tout cas, de travailler dans ce bloc et ça va les encourager. Avec les commodités qui viennent d'être installées, moi je pense que
c'est une satisfaction. À en croire le ministre Dr Idilias Menassara, après cette visite, des témoignages de satisfaction seront décernés aux agents de santé de ces centres qui se sont fait distinguer dans le cadre du travail. Santé encore avec cette fois-ci le lancement ce matin d'une phase pilote du projet de prise en charge des maladies cardiovasculaires et du diabète au Niger. C'est une initiative du ministère de la Santé publique dans le cadre d'un projet d'une stratégie plutôt dénommée stratégie HEART. Le projet plutôt est piloté par le Programme national de lutte contre les maladies non transmissibles. Je vous propose de suivre le résumé de cette cérémonie de lancement de cette phase pilote du projet avec nos reporters Aboubakar Souley et Nafissatou Yahaya. Par la présente cérémonie, le ministère de la Santé publique, à travers le programme de lutte contre les maladies non transmissibles, lance la phase pilote de prise en charge des maladies cardiovasculaires et du diabète par la stratégie HEART. Pour riposter à la charte de plus en plus croissante et grandissante de morbidité, de mortalité et de handicap attribuables aux maladies non transmissibles, le Niger expérimente deux approches. La mise en œuvre du Open, qui est un paquet d'interventions essentielles de l'Organisation mondiale de la santé pour lutter contre les maladies non transmissibles majeures au niveau des soins de santé primaires dans le district sanitaire de Goté, région de Tillabéri, avec l'appui technique et financier du projet d'appui au système de santé ENABEL. La mise en œuvre de la stratégie HEART, objet du présent lancement au niveau du district sanitaire 3 de Niamey. Il s'agit d'expérimenter la prise en charge des affections cardiovasculaires dans un contexte de soins de santé primaire. Ce test pilote est réalisé avec l'appui technique et financier de l'Organisation mondiale de la santé à travers les fonds danois. Dans le cadre de cette expérience, tous les prestataires de services ont d'ores et déjà été formés et le district sanitaire 3 de Niamey a bénéficié des appuis en équipements et médicaments pour lutter contre les maladies non transmissibles liées aux affections cardiovasculaires. En 2020, un sondage fait dans 5 quartiers de Niamey a démontré que 19% des personnes interrogées présentaient un prédiabète, 15% avaient une glycémie élevée et 35% étaient hypertendus, d'où cet appel des autorités. Cet état des faits qui se présente d'une partie visible de l'iceberg démontre combien ces maladies non transmissibles sont préoccupantes. À ce titre, j'invite la population de la région de Niamey pour une adhésion à cette stratégie de lutte contre les maladies non transmissibles. Ainsi, je lance un vibrant appel aux autorités administratives, coutumières et religieuses de l'arrondissement communal Niamey 3 à tout mettre en œuvre pour accompagner le district sanitaire Niamey 3 afin que ce test pilote soit une réussite répiable dans les autres régions du pays. Nous fondons l'espoir que les résultats qui découleront de cette intervention puissent servir à améliorer la santé cardiovasculaire et lutter efficacement contre le diabète. Financée par l'Organisation mondiale de la santé, la stratégie HEART va permettre de renforcer le dépistage, la prévention et la prise en charge des maladies non transmissibles telles que le diabète. Nous vous faisons suivre il y a quelques jours un reportage sur un pont qui menace de céder au niveau du village de Ganguel à la sortie de Niamey sur la route de Namaro. Eh bien, nos reporters sont retournés sur les lieux avec cette fois-ci accompagnés d'un spécialiste des questions, un ingénieur en travaux publics qui explique dans ce reportage signé Abdul Nasser Sedou et Boubacar Ibrahim les conséquences d'une probable chute de ce pont au niveau du village de Ganguel. Ganguel, un village situé à la sortie de Niamey sur la route qui mène à Namaro, où se trouve un pont dont l'état de la dégradation avait fait l'objet d'un reportage de la part de la rédaction du groupe de presse Labari afin d'attirer l'attention des décideurs sur l'état de l'infrastructure. 2 semaines plus tard, le constat qui se dégage est pratiquement le même. Un expert en construction des grands ouvrages nous parle techniquement de l'état de ce pont. Ce pont est vraiment menacé.
il est menacé, d'autant plus que j'ai l'habitude d'amener des élèves ici. Et je vois bien que l'évolution ne fait que s'aggraver. Une évolution dans la dégradation du pont. Premièrement, sur les superstructures, c'est-à-dire au-dessus, où circulent les usagers, vous allez constater que les équipements sont en très mauvais état. Des équipements essentiels. Premièrement, la chaussée. Le revêtement bitumineux est bosselé. Deuxièmement, fait très grave, les joints ne fonctionnent plus. Et c'est ça qui fait que quand les camions passent, les poids lourds, si vous êtes à côté, donc vous sentez que le tablier tremble. Cela veut dire que, justement au niveau des joints, il y a une majoration dynamique des charges roulantes très élevée, en tout cas au-dessus de la norme acceptable. Et les joints qui devaient être étanches, donc laissent maintenant couler l'eau. Les gargouilles qui sont faites pour faire couler les eaux lors des pluies sur le pont ne fonctionnent plus car bouchées. Des facteurs dégradants menaçant également le pont ont été relevés par l'expert qui n'a pas manqué de rappeler à l'État de demander une réparation des dégâts en tenant compte de conventions qui les lient à l'entreprise en charge de la construction du pont. On constate que le lit même est en train de s'élargir en amont. Il devient de plus en plus large en amont. Et si l'on ne prend pas garde, un beau jour, donc le pont sera seul au milieu d'une brèche, parce que l'érosion est intense. L'érosion, pour moi, est principalement due au prélèvement de matériaux en avant là, par les camions. Tous les camions de Niamey viennent en aval. Et plus tu dégrades l'aval d'un ouvrage, plus l'érosion donc devient intense. Donc c'est pour ça que vous voyez que les fondations sont sur le chemin d'être toutes dénudées. Pour cet ouvrage-là, je pense que, puisqu'il doit être mis en service peut-être vers 2012, donc normalement, à ce que je sache, les services du ministère de l'Équipement, s'ils visitaient le pont, donc pouvaient donc mettre en œuvre la garantie décennale. Il vaut mieux débloquer quelques millions pour réparer les dégâts que de perdre entièrement le pont avec toutes les conséquences que cela peut engendrer. Un appel pressant a été lancé au service technique du ministère des Transports à s'en saisir de la question et apporter éventuellement réparation. Du sport à présent avec le lancement ce matin de la 3e édition du camp national du Scrabble. C'est une activité de la Fédération nigérienne de la dite discipline et cette édition réunit pour 3 jours 64 jeunes venus des différentes contrées de notre pays. Le résumé de la cérémonie d'ouverture de cette 3e édition du camp national du Scrabble avec nos reporters Ibrahim Abdou et Hamza Sakou. Jeu sportif, culturel et pédagogique, le jeu Scrabble est un jeu qui consiste à former des mots à partir des lettres tirées au hasard et à les placer sur une grille de façon qu'ils s'intègrent aux mots déjà constitués. Pour la présente rencontre, ce sont là des athlètes venus de 8 régions du pays pour les compétitions de la 3e édition du championnat national de Scrabble. L'honneur m'échoit de prendre la parole en cette circonstance solennelle afin de vous exprimer toute ma gratitude pour avoir si massivement répondu à notre invitation afin de valoriser davantage la pratique du Scrabble au Niger. Il faut rendre à César ce qui appartient à César, a-t-on coutume de dire. C'est le lieu de souligner en caractère gras l'apport exceptionnel des nouvelles autorités de notre pays dans l'accompagnement qu'elles nous ont apporté.
Jamais dans l'histoire du Scrabble au Niger, de tels efforts n'avaient été fournis auparavant. Chers athlètes, comme en 2019, lors de la deuxième édition, la présente session se jouera en 3 formules, à savoir le classique, l'élite et la paire. Aussi, à l'issue des compétitions, une équipe nationale sera constituée sur la base des résultats et de formules arrêtées préalablement avec vos dirigeants. Au cours de son allocution d'ouverture, le ministre de la Jeunesse et des Sports a tenu à rappeler l'importance qu'accorde son institution aux structures sportives pour donner une bonne image du Niger à l'international. Le ministère de la Jeunesse et du Sport n'hésitera jamais, je dis bien jamais, à accompagner les bonnes initiatives et les combats de développement. C'est pourquoi nous accordons un intérêt particulier aux structures formelles qui cultivent la bonne gouvernance et qui s'inscrivent dans la vulgarisation de leur discipline tout en faisant la promotion de l'excellence. C'est le lieu de rappeler la participation honorable de la FENISCRAB au championnat d'Afrique de Scrabble tenu à Dakar en mai 2021, qui a vu les vaillants athlètes du Niger ramener une prestigieuse médaille d'argent. Nous sommes confiants pour connaître très bientôt des lendemains meilleurs et que désormais le Niger compterait parmi les grandes nations de Scrabble. Tout en souhaitant bon séjour aux athlètes, le représentant du gouverneur de la région de Niamey a invité ces derniers à cultiver et à entretenir un esprit de compétitivité et de fraternité. Voilà, pour refermer ce journal, place à la rubrique hebdomadaire consacrée donc à la chronique juridique de tous les mercredis au soir. Cette semaine, elle porte sur la police administrative et la police judiciaire. Très bonne réception et bonne soirée à toutes et à tous. Nous allons parler de la police administrative et de la police judiciaire. C'est 2 notions que les citoyens n'arrivent pas à différencier très souvent. Les 2 notions, vous allez le voir, sont différentes en ce sens qu'elles n'ont pas le même objet et elles n'ont pas les mêmes auteurs et les mêmes autorités. Alors, s'agissant de la police administrative, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement cette procédure qui permet à des autorités civiles de prendre des décisions dans le sens de la réglementation au sein de la société ou pour faire asseoir l'ordre dans la société. Et la police administrative, de par sa vocation, a pour objet d'assurer le bon ordre de la société, d'assurer la moralité publique, d'assurer la tranquillité publique et d'assurer la salubrité publique. Moralité publique, l'ordre public, sécurité publique et salubrité publique. Quand je prends le volet de la salubrité publique, quand vous prenez les autorités communales, le maire par exemple, le maire est une autorité de police administrative. Les décisions que prennent les maires sont là pour assurer la salubrité publique, l'hygiène publique par exemple. Quand on interdit de verser les ordures sur chaque coin de rue, une décision prise de cette manière par un maire est une décision de police administrative. Quand on interdit certaines pratiques au nom des valeurs culturelles, c'est pour assurer la moralité publique par exemple. Donc tout ce qui tourne autour de la moralité publique, de la sécurité publique, vous avez également la police de la circulation par exemple. La police, le maire peut édicter des règles. Récemment, vous avez assisté à l'obligation du port, la ceinture. C'est une police, par exemple.
une décision de police administrative qui a été prise dans le sens d'assurer la sécurité des citoyens en ce qui concerne la circulation routière. Donc c'est autant de décisions. Donc nous avons plusieurs catégories d'autorités de police administrative. Le président de la République est une autorité de police administrative. Le préfet, le gouverneur, les maires sont des autorités de police administrative dans le sens où elles peuvent prendre des décisions, elles peuvent prendre des réglementations dans le sens d'organiser la vie en société, dans le sens d'assurer la moralité publique, dans le sens d'assurer la sécurité publique, la salubrité publique, etc. Voilà les autorités de police administrative et leur fonction ou leur rôle. Maintenant, qu'en est-il de la police judiciaire? La police judiciaire, elle, à contrario de la police administrative, elle vise à rechercher les auteurs des infractions et les déférer devant les autorités judiciaires. La police administrative, elle vise à prendre des mesures pour assurer la salubrité publique, par exemple. Faire en sorte que la ville soit propre. Alors que dans la police judiciaire, ce sont des autorités qui peuvent, ou bien c'est une procédure qui permet à ce que les auteurs, ou bien les auteurs des infractions soient recherchés, soient traduits, ces auteurs, devant les autorités judiciaires et qu'elles soient jugées selon ce qu'elles ont commis comme infraction. Vous voyez, c'est deux polices différentes. Parce que la police judiciaire agit sous un mandat. Quand aujourd'hui il y a une infraction qui est déclarée, il y a un certain nombre d'autorités, les officiers de police judiciaire, qui sont compétents pour agir, mener l'enquête pour déterminer la responsabilité des citoyens. Qui a commis quoi, qui a fait quoi. Mais pour ça, il faut une procédure. Et une fois que l'information est passée, vous savez, par exemple, le procureur de la République, garant de la préservation ou bien gardien des libertés publiques, il agit au nom de la société. Quand il apprend un fait, il est au courant d'un fait, il peut se saisir lui-même et puis engager des poursuites, faire diligenter des enquêtes, instruire des officiers de police pour pouvoir mener l'enquête. Mais une fois que l'enquête est faite et qu'on a situé les responsabilités, on va traduire ces personnes devant qui de droit afin qu'elles soient jugées conformément à la loi. Donc tout ce processus de l'enquête jusqu'à la sanction est inclus dans cette police judiciaire qui permet à ce que les auteurs des violations à la loi soient recherchés et traduits et être sanctionnés conformément à la loi, à la différence de la police administrative. Maintenant ici, les autorités de police judiciaire, vous avez par exemple les procureurs, souvent même les gouverneurs peuvent avoir ce mandat pour coordonner cette action de police judiciaire. Donc ici, il convient tout simplement de préciser que ces deux polices qui ont deux rôles différents. L'autre, elle vise uniquement à asseoir l'ordre public, la sécurité publique. La sécurité aussi à une certaine échelle. Quand vous prenez par exemple le maire qui prend une décision pour interdire la circulation à partir d'une certaine heure dans son entité, c'est pour éviter justement peut-être que qu'il y ait la commission de certaines infractions ou bien que les citoyens ne soient pas victimes de certains faits. Ça, c'est par exemple pour assurer la sécurité. Quand on interdit certains types de jeux, récemment, vous avez vu l'interdiction des chichas, des choses comme ça. Donc, tout ça, ce sont des décisions qui visent à protéger. Ça n'est pas de l'émanation des autorités de police judiciaire. Ces interdictions sont de l'émanation des autorités administratives. Maintenant, les autorités de police judiciaire, elles interviennent quand l'infraction est commise. Les deux aussi ont un temps d'action. Les autorités de police judiciaire
interviennent quand l'infraction est commise. En ce sens, elles se mettent en mouvement pour rechercher et traduire. Alors que les autres autorités administratives, elles sont permanentes, elles sont là, elles agissent, elles réglementent, elles prennent des décisions. C'est quand ces décisions sont violées cette fois-ci que l'autorité de police judiciaire se met en mouvement. Donc, voilà toute la différence entre les deux autorités. Les autorités de police administrative et les autorités de police judiciaire. Et comme je l'ai dit, les autorités de police administrative, c'est du sommet jusqu'en bas. C'est-à-dire du chef de l'État, hein, jusqu'au niveau inférieur, qui exerce ce pouvoir de réglementation. Parce que chacun, à sa manière, prend une décision. Le chef de l'État peut prendre un décret, par exemple. Les ministres peuvent prendre des arrêtés dans leur domaine pour essayer de réglementer. Vous avez aussi une autorité de police spéciale. Il y a les autorités de police générale, mais vous avez des autorités de police spéciales. Par exemple, quand nous prenons l'exemple de la police de la circulation, ça c'est une police pour la circulation, pour réglementer la circulation. En France, par exemple, ici nous ne l'avons pas, la police des chemins de fer. C'est une autorité qui est compétente uniquement pour réglementer les chemins de fer. Donc ici, vous avez en face une autorité de police spéciale. De l'autre côté, vous avez une autorité de police générale qui intervient pour réglementer un peu partout. Mais au sein même de cette généralité, vous avez des autorités qui ont reçu mandat ou pouvoir pour agir dans un secteur déterminé. On peut, par exemple, prendre une autorité de police des loisirs, par exemple. Tout ce qui concerne le loisir, tout ce qui concerne les jeux, sont du ressort de cette autorité de police. Et c'est elle qui assure la réglementation. Oui. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire sur la différence ou les domaines d'intervention des deux types de police, police administrative et police judiciaire.